Alors autour de cette table ronde, je vais vous faire un petit guest, mais en soi, je vais vous les présenter très rapidement. Nous avons une personne qui, à 22 ans, a quitté ses études et qui a décidé de créer son produit en moins d'1 an, sans jamais demander l'aide d'un seul prospect, ou en tout cas le retour d'un seul prospect. C'est Firmin, Firmin Zocchetto, le CEO de Payfit, qui justement a lancé donc sa boîte très très tôt et a rapidement su automatiser la gestion des paies pour simplifier la vie des entreprises. Si vous voulez l'applaudir, ce serait parfait. Merci. Merci Diane et bienvenue à toutes et à tous dans nos bureaux. On est ravis de vous accueillir ce soir pour une belle discussion et pour un bel afterwork. Ensuite, il y a une autre personne qui, pour le coup, a suivi son instinct et a réussi à recruter par un coup de chance son CTO. CTO, oui. Et ça a réussi à faire grandir son entreprise et ça a été un game changer. Il s'agit de Benjamin Clarençon, cofondateur de Bénéfice, qui s'efforce de révolutionner les avantages sociaux pour maximiser le pouvoir d'achat des Français. Bonsoir. Et enfin, et vous savez de qui je parle forcément, il y a des personnes, en tout cas une personne ici, qui est tellement fière de son produit que finalement il pourrait le vendre à tous ses proches, y compris son coiffeur. Et il s'agit de Jean-Baptiste Siondra, CEO de Shine, qui révolutionne la banque en ligne pour les indépendants avec un service client primé. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on a envie de faire une table ronde où il n'y a pas de grandes éloges, il n'y a pas de grands concepts qu'on vous donnera comme ça ne va pas être du théorique, on va essayer de vous parler réellement des choses et de vous donner des vrais conseils. Donc prenez des notes et surtout gardez pour vous vos questions parce qu'à la fin on en parlera. Et d'ailleurs, comme question, pour commencer, j'aimerais vous demander si vous devriez résumer en une phrase ce qui vous a poussé à vous lancer, tous les trois, qu'est-ce que ça serait ? Elle est difficile celle-là pour commencer, mais c'est bien. Je dirais avoir de l'impact, changer la vie des gens. D'accord. Incroyable. Ouais, je dirais créer quelque chose, on en avait parlé, mais il y a un côté un peu artistique dans la création d'entreprise. Oui, c'est vrai. Parce qu'on parlait du fait que les entrepreneurs aujourd'hui, c'était un peu des artistes, c'est des gens qui mûrissent leurs projets de leur côté, qui ont une vision et qui finalement après le présentent à un certain public en espérant que les gens comprennent cette vision ou que ça soit subi à une réinterprétation peut-être. Mais oui, tout à fait, le côté artiste. J'ai un ancien collègue qui a vécu la période pendant laquelle je me suis lancé avant Shine et avant October dans une aventure entrepreneuriale. Et la logique, c'était beaucoup plus d'être maître de ce que j'arrivais à produire de bout en bout et d'avoir une certaine fierté dans la construction d'un produit ou d'un service et vraiment reprendre la main sur toute la ligne de prod et vraiment ressentir une plus belle fierté. Et c'était comme ça que je me suis lancé. Bon, ça a foiré, mais c'était l'origine. Ok, donc du coup, c'est finalement une grosse flamme qui t'a animé dès le départ. Exactement. Ok. Parce que c'est bien de parler du départ, mais ensuite on doit forcément montrer les débuts. Et c'est vrai que pour les débuts, vous avez dû faire des décisions, prendre des décisions. Et d'ailleurs, je vais m'adresser à Firmin. Firmin, toi, tu as pris une certaine décision directement. On en parlait de ne pas demander à des prospects pendant 1 an. Tu as développé ton produit tout seul. Alors, pourquoi avoir pris cette décision déjà ? Et puis surtout, comment tu as géré les risques liés à celle-ci en soi ? Oui, alors c'est pas quelque chose que je conseille de faire. Hein. Généralement, il faut plutôt parler à ses prospects ou à ses clients pour comprendre le besoin et itérer petit à petit les premiers mois sur le produit qu'on est en train de construire, le service qu'on a envie de proposer au marché. Nous, en fait, on était hyper jeunes et ignorants sur le monde de la paye quand on a lancé Payfit et quand on a construit notre produit. Parce qu'en fait, avec mes 2 amis et cofondateurs, on avait 22 et 24 ans. Donc en fait, on n'avait jamais reçu de fiche de paye, on était encore en train d'étudier et on s'est lancé dans ce domaine justement parce qu'on n'y connaissait rien. Et tout de suite, on s'est dit, on ne va pas faire comme tous les autres sur le marché,
et on va s'adresser directement aux entrepreneurs et créer une solution qui soit hyper intuitive, comme si nous, en fait, on allait utiliser notre propre solution en n'y connaissant rien à la paye. Et en fait, de ce constat, on s'est dit, ça ne sert à rien de commencer à discuter avec des clients, de voir ce dont ils ont besoin, parce que de toute façon, dès qu'on parlait à des experts comptables, à des entrepreneurs, à des employés, à des DRH qui nous disaient surtout ne faites pas ça, n'y allez pas, ne lancez pas cette boîte, ça va être trop compliqué et vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Il y a déjà les experts comptables qui le font très bien. Et du coup, on s'est dit, mais on va faire une solution de paie, on va peut-être mettre 1 an pour la construire, on va inventer un langage de programmation, mais au moins, on fera une solution de paie que nous, ignorants en paye, pouvons utiliser. Et c'est comme ça, c'est ce qui nous a guidés en fait. À chaque fois qu'on construisait le produit, on se disait, mais est-ce que je vais pouvoir l'utiliser? Est-ce que ça va avoir la simplicité de parler à un entrepreneur qu'on était? Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas discuté avec des prospects, avec des clients. C'est qu'on a construit un produit dont on rêvait à l'époque pour nous-mêmes, pour pouvoir gérer nos paies et nos RH. Et après avoir construit ça pendant 1 an, c'est là qu'on a commencé à avoir les premiers retours des utilisateurs, des employés, des entrepreneurs, et qu'on a vu que on était dans le vrai et qu'on avait réussi à construire une solution en fait, qui plaisait pas juste à nous-mêmes, mais à pas mal d'autres entreprises. C'est assez fou parce que du coup, dans ce que tu dis, tu as créé un produit pour une cible qui te ressemble et qui au final t'a dépassé parce qu'il servait à beaucoup plus de monde. Ce recul a beaucoup aidé. Oui, il y a pas mal de DRH, de directeurs financiers, d'office managers qui utilisent Payfit, mais la cible première, principale encore aujourd'hui et depuis le départ, ce sont les entrepreneurs qui créent leur boîte, qui ont besoin de faire leur première fiche de paye et qui ont besoin d'accueillir des employés dans leur société. Et en fait, c'était notre cas à l'époque. Incroyable, ok, superbe. Benjamin, je disais justement dans l'introduction que tu avais recruté ton CTO avec beaucoup de flair, que ça avait aidé justement à... De la chance. Beaucoup de chance. Oui, mais je pense que dans la chance, des fois, il y a du flair. Il y a une sorte de... Il y a quelque chose qu'on ressent. Est-ce que tu peux nous expliquer cette anecdote? Ouais. Moi, un peu comme toi, Firmin, on est parti de la feuille blanche. La différence, c'est qu'avec mon associé, on avait 36 et 41 ans. On avait passé entre 15 et 20 ans dans le monde de l'assurance. Et donc, on savait exactement ce qu'on voulait faire. Donc, nous aussi, on n'a pas demandé l'avis à des utilisateurs pendant un certain temps. Le problème, c'est que moi, j'ai un petit côté geek, mais je ne code pas. Mon associé a plutôt un volet commercial. Et donc, en fait, on a pris une boîte, une ESN. J'ai rien contre les ESN, ça fait partie de nos clients. On a pris une boîte pour commencer. Et en fait, on s'est confronté à quelque chose qui est très dur dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est en fait d'avoir un peu une boîte à 2 vitesses. En tout cas, de se dire qu'entreprendre, c'est aussi être capable de venir passer des heures carrées sur votre produit. Vous ne comptez pas vos heures. Et forcément, la personne qui est en face de vous et qui est salariée d'une autre boîte, lui, il va compter ses heures. Il a un manager qui va lui dire il faut facturer. Et donc, en fait, à l'arrivée, il y avait quelque chose qui clochait. J'ai quand même mis 5 mois à prendre cette décision de dire on coupe. Parce que au début, vous n'avez rien. Donc, vous dites, OK, c'est l'assurance de prendre une ESN, les mecs savent développer, etc. Et donc, on a lancé ce recrutement d'un CTO qui était un tech lead au début, parce que je pense surtout parce qu'on n'avait pas de moyens. Donc, on s'est dit, on ne va pas prendre un C-level, on va prendre un tech lead. Et ce gars-là, en fait, a fait qu'on l'a recruté en novembre. C'est Arnaud, c'est toujours notre CTO. Et en fait, en 6 mois, on a développé ce qui a été la première itération de bénéfices. Partir de la feuille blanche, créer quelque chose qui permet de gérer de A à Z. À l'époque, c'était que mutuelle et prévoyance. Et voilà, et donc nos premiers clients en avril, tous les deux à répondre aux premières questions sur le chat en avril. Mais c'est ça qui a vraiment donné l'élan en fait, à bénéfices. On aurait continué comme avant, je pense qu'on serait mort parce que vous engloutissez des sommes qui sont quand même assez colossales. On n'avait pas des fonds infinis. Et donc voilà, donc c'est ce qui vraiment a permis à bénéfices de décoller. Et je pense que c'est une des meilleures décisions qu'on ait prises sur le début. Et je dis souvent, on en parlera, que l'idée, ça ne vaut pas grand-chose en fait. Et donc c'est vraiment l'exécution. Et cette personne-là, en fait, a été au diapason de ce qu'on fait avec Christophe, de ce qu'on essaie de faire avec tous aujourd'hui les salariés chez Bénéfices. Voilà, c'est vraiment d'avoir cette hygiène perso dans le boulot, de toujours s'améliorer, de toujours apporter quelque chose, de s'entourer de gens qui sont bons. Je disais, on a 5 ans de retard, 6 ans de retard sur la concurrence. Et qu'est-ce qui fait qu'en toute humilité, vous pouvez les rattraper?
C'est pas parce que vous avez une meilleure idée, ça peut arriver, mais c'est pas ça. C'est parce que vous avez des gars qui sont meilleurs, qui ont plus la niaque et qui veulent y aller et qui vont rattraper le retard que vous pouvez avoir de 6-10 années. Et donc c'est fondamental. Et qui plus est, si vous êtes, je pense qu'il y a plusieurs profils, mais si vous êtes dans des boîtes de la tech, c'est fondamental d'avoir un gars qui est le dépositaire de la tech, de la techno chez vous, et qui soit un vrai gars en qui vous ayez confiance. Potentiellement votre cofondateur, un gars qui soit C-level, mais que vous ayez au début, et qui soit le gars qui va parler votre langage dans l'implication, dans tout ce qu'il fait au quotidien. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que tu parles quand même d'une entreprise où vous étiez comme une sorte de clan, vous étiez entre vous. Comment on fait pour faire rentrer quelqu'un dans le cercle de confiance, en fait? C'est ça qui est difficile aussi. Certes, recruter un très bon profil, c'est quelque chose, mais faire rentrer quelqu'un dans la famille, c'est encore autre chose. Nous concernant, il y a une forme de pari. Je pense que le concernant aussi. Et puis après, il y avait le côté se prêter au jeu. Et puis après, on en reparlera aussi, mais c'est qu'au bout d'un moment, nous, on n'était personne. Et comment vous recrutez des gars talentueux? Il faut avoir une stratégie de rémunération qui est un peu smart. Il n'y a pas de mystère. Vous proposez un truc qui est plein de risques, sans visibilité, vous n'avez pas de notoriété. Vous payez 20% de moins que le marché, vous n'allez pas avoir les meilleurs. Et donc, voilà, au bout du bout, et c'est aussi ce qui a un peu guidé ce qu'on fait chez Bénéfice, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut proposer des packages attractifs. Il y a plein de moyens, il y a des moyens salariaux, il y a les avantages sociaux, il y a ouvrir sa part de capital. Et voilà, quand vous êtes entrepreneur, il ne faut pas avoir peur, il faut se dire, derrière, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir 80% d'une boîte qui vaut 100 ou 100% d'une boîte qui vaut 5 ou 0. Et donc voilà, donc c'est ça aussi, vous faites rentrer les gens dans l'aventure. Et puis après, il y a peut-être du flair, certainement de la chance. Et voilà, mais ça a vraiment conditionné l'aventure bénéfice, cette rencontre. Et quand tu vois que tout tourne, du coup, après, tu te dis que tu as fait les bons choix et que tu es bien. J'espère. Ok, magnifique. Et du coup, Jean-Baptiste, toi, pour le coup, tu n'as pas commencé le début de l'aventure Shine, tu es arrivé CEO en plein milieu. Et la question que je peux te poser, parce qu'on parlait du commencement, mais pour toi, le commencement est arrivé un petit peu plus tard, c'est comment, enfin en tout cas, est-ce que tu as eu des erreurs ou alors peut-être même des surprises sur la façon de gérer peut-être les équipes ou même l'entreprise en général? Moi, je suis arrivé chez Shine 1 an après la vente de Shine à Société Générale, à un moment où l'objectif c'était de senioriser un petit peu les différentes équipes, finance, marketing, technique, partenariat et compagnie. Et donc, il y avait une centaine de personnes dans la boîte et tout d'un coup, une myriade de personnes un peu plus expérimentées qui arrivaient pour prendre des fonctions un peu plus seniors et essayer de structurer la boîte. Et c'est un peu un moment compliqué parce que tu as des gens qui ont tout monté, qui ont tout créé, il n'y a pas beaucoup de process, il n'y a rien d'écrit. Et tout d'un coup, tu viens leur dire, si on veut scaler davantage, il faut qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça. Mais en même temps, c'est nécessaire parce qu'entre le moment où on avait revendu à Société Générale et aujourd'hui, on a fait x10 en chiffre d'affaires, en même pas 4 ans. Et donc, si on monte pas, si on seniorise pas l'équipe, si on monte pas des process un peu plus robustes, en fait, la boîte, elle tient pas. En x10. Ça peut craquer en opération de tous les côtés, même en tech. Et donc, on arrive avec plusieurs autres seniors dans ce batch de nouveaux qui change un peu la culture d'entreprise, qui doit s'adapter à la culture d'entreprise Shine qui est très très forte. Et après, 3 ans après, donc je suis propulsé CEO par surprise. Et là, il y a un autre problème qui arrive, c'est que le premier dirigeant qui n'est pas le fondateur, c'est un énorme problème en fait, parce que le fondateur d'une start-up, c'est un demi-dieu dans la boîte. Firmin, il ne le sait pas encore, mais... Vous pouvez le confirmer si vous voulez, il n'y a pas de souci. Passer après le fondateur, c'est horrible, parce que le fondateur, en fait, il a créé tous les débuts, tout le monde l'adore, il a fait tous les speeches depuis 4, 5 ans, 6 ans, tous les employés l'ont connu à certaines périodes, et toi, tu dois pas trop casser ça, en même temps créer ta propre façon de manager, mais totalement garder l'esprit entrepreneurial, alors que tu n'es pas à la base l'entrepreneur qui a monté le truc. Donc il faut à la fois se libérer et intégrer la machine.
un peu compliqué. Un peu compliqué. Voilà. Et du coup, tu as réussi à gérer ça mentalement, ça allait ou... J'y arrive un peu maintenant, mais j'ai mis 1 an à me libérer du poids de l'ancien fondateur. Voilà. Ok, de la carrément. méthode, de sa façon de faire, tout ça. On parle vraiment de se libérer d'un poids. Ouais, C'est fort comme terme. Ouais, c'est fort. Sa présence, le fantôme de Nicolas, voilà. Qui te hantait. Voilà, toujours. Ok, magnifique. En tout cas, là, on parle des débuts, on parle de vos premières expériences, en tout cas dans votre entreprise ou alors directement dans la société où vous êtes devenu CEO. Mais du coup, on remarque aussi que quand vous avez fondé vos sociétés, c'était il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de changements, surtout quand on entreprend. On a de nouveaux défis, on a de nouvelles... en tout cas, on a beaucoup d'évolutions dans ce domaine. On parlait justement, parce qu'on a préparé cette table ronde, on en a parlé ensemble, il y avait cette notion aujourd'hui que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose de très accessible. Tout le monde aujourd'hui peut créer un ciré. Mais en soi, moi, ce que je vous pose comme question à tous les trois, c'est si tout le monde peut créer un ciré et si tout le monde peut se lancer là-dedans, qu'est-ce qui fait en fait la durée ? C'est une grosse question. C'est clair que par rapport à il y a quelques années, même une époque que je n'ai pas forcément connue à l'époque, parce que je suis trop jeune pour avoir été entrepreneur à cette époque-là, mais il y a des plateformes qui existent, comme Shine, comme Benefis, comme Payfit, il y en a plein d'autres, qui permettent de faire un enregistrement d'une boîte en ligne, trouver sa banque, gérer sa compta, gérer sa paye, trouver une mutuelle, ses titres resto. Et en fait, c'est plein de démarches administratives qui étaient extrêmement pénibles à faire, je pense, il y a 25 ans, même encore il y a 10 ans. Ça a vraiment changé il y a un petit peu moins de 10 ans. Et donc maintenant, en fait, pour un entrepreneur qui se lance, depuis chez lui, en fait, faire toutes ces démarches de manière dématérialisée, juste devant son ordinateur, sans parler à personne, et à moindre coût, en fait, c'est possible. Donc du coup, il n'y a pas trop de barrières à l'entrée sur la création d'une boîte, d'un siret. Le fardeau administratif est en train de disparaître. Mais bon, créer une boîte de manière administrative, c'est bien. Et trouver un bon business model qui permette la viabilité de la boîte, c'est mieux. Et qu'on crée en fait une boulangerie, qu'on monte un restaurant ou une start-up dans la tech, en fait, la réalité, ça reste la même. Il faut trouver un business model qui est viable et gagner plus d'argent qu'on en dépense. Sinon, en fait, la boîte ne peut pas survivre plus d'1 an, 3 ans, 5 ans. Et c'est ça le principal défi quand on est entrepreneur. En fait, c'est même pas de recruter, de lever des fonds, d'aller convaincre des banquiers, nous prêter de l'argent, de trouver des jolis bureaux. C'est tout d'abord, quel est le produit et le service, à qui on vend, quel est le business model, est-ce que la boîte peut être rentable, quel est le potentiel. Voilà, c'est le principal élément qui va même au-delà de l'idée. Et ça, pour le coup, je ne pense pas qu'il y ait de différence par rapport à il y a 30 ans. La logique reste la même. Après, c'est vrai que pour une boulangerie ou un restaurant, ça n'a pas trop changé. Pour des boîtes dans le secteur de la tech, on a plus accès au monde ou à l'Europe ou à toute la France quand on construit un produit ou un service par rapport à avant. Donc la distribution peut être accélérée. Mais le truc clé, c'est vraiment quel est mon business model, quoi. Parce que voilà, les personnes qui créent le futur Facebook, Snapchat ou Instagram et qui espèrent en fait monétiser quelque chose quand il y aura 100 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. Bon, ça fait beaucoup de bruit dans les journaux, mais ça reste quand même une minorité. La plupart des entrepreneurs, ils créent quand même des business avec un business model en fait qui est clair dès le départ. Je plus sois. Et en fait, je pense que ça crée même un petit décalage. Comme c'est beaucoup plus simple de créer une boîte, on prend moins de risques en termes de carrière, c'est hyper simple administrativement de créer une boîte. Il y a peut-être une impression que c'est aussi plus rapide et plus simple d'aller au marché et de trouver son marché. Et nous, on le voit chez Shine, chez nos clients. En fait, les retours qu'on a beaucoup, c'est « je ne pensais pas que ça allait être aussi long de trouver mon marché,
à chaque fois, les gens disent en fait, ça a pris x2, x3 en termes du timing que je m'étais mis en tête pour réussir à faire les 100 premiers clients. Ils pensaient les faire en 1 an, en fait, ils en fait en 3 ans. Et donc, la persévérance et avoir la capacité à tenir dans le temps, c'est hyper important parce que ça prend toujours plus de temps de trouver son marché qu'on l'imagine au départ. Forcément, on est biaisé. On a l'impression que le produit il est ouf, que les clients vont adorer. Et en fait, le temps que la marque s'installe, que les gens comprennent l'usage, Payfit, avant que quelqu'un se dise tiens, je ne vais pas utiliser mon expert comptable, je vais faire confiance à une plateforme, les gens ils ont dû quand même un petit peu paniquer. Vérifier, certainement donner le bulletin de paye à un expert comptable qui a dû vérifier les premières années. Exactement, c'était ça au départ. Tu es obligé de trouver des early adopters, des gens qui te font confiance les yeux fermés, des gens qui créent leur boîte dans la tech, qui ont entendu parler de toi. Mais c'est très très compliqué de trouver ses premiers clients, surtout quand tu inventes un nouvel usage et que tu es disruptif sur le marché. Mais dans n'importe quel business, il faut que le produit, le service sont... Je reprends l'exemple du restaurant et ou de la boulangerie, mais si le produit, si le service n'est pas à la hauteur, en fait, ça ne marchera pas. Donc il faut à la fois un bon produit, un bon service, une bonne équipe, si on n'est pas tout seul, ça peut être des cofondateurs, des salariés, et un business model qui permet de gagner plus d'argent qu'on en dépense. Et puis par rapport à ce que tu disais, il y a un côté très effet de mode. Moi, avant, j'étais consultant, vous allez en soirée, ma femme qui est banquière, c'est beaucoup plus sympa d'être entrepreneur que de dire on fait du conseil en assurance et en banque. Donc ça rejoint le côté, il n'y a pas de risque. Socialement, il n'y a pas de risque. Être entrepreneur, économiquement, vous faites ça, que ce soit à 22 ans, mais même à 30 ans, en fait, c'est quoi le risque? Vous perdez 2 ans de votre vie, au pire, vous ne les perdez pas, c'est valorisé. Donc je pense qu'il faut arriver à justement passer outre cette illusion que ça va être facile, tout le monde est entrepreneur maintenant, et revenir à ce que disait Firmin, il y a des fondamentaux. Vous avez beau créer une boîte, une start-up, ça reste une boîte, il y a un modèle économique, il faut qu'il y ait plus d'argent qui rentre, qui sorte. En tout cas, à un certain moment, les fonds ne sont pas illimités. Il n'y a pas cette illusion qu'il y a pu y avoir à un moment que l'argent était limité, qu'on pouvait embaucher 500 personnes. Il y avait nous on voyait des boîtes qui faisaient de l'hyperscaling, du blitzscaling, où en 3 mois, ils embauchaient 200 devs. Ça vous essore le marché, ils les payent en plus une fortune. Et voilà, donc c'est vraiment de revenir à ce basique-là. Et puis avoir aussi confiance, je pense, en soi, parce que c'est très compliqué le début, les premiers clients. Tu as ton idée, mais si tu écoutais tout le monde, il faudrait t'arrêter. C'est compliqué aussi familialement, personnellement. Vous avez des enfants, etc. Chez moi, c'est le 3e bébé. Et voilà, donc c'est se faire confiance, aller au-delà, mais rester sur des fondamentaux de il faut que je rentre de l'argent, donc il faut que mon modèle économique fasse ça. J'ai peut-être un produit qui me fait plaisir, je pensais avoir une bonne idée, et puis en fait, c'est pas une bonne idée. En revenir à une exécution qui fait que je peux aller plus vite, sortir plus fort sur le marché, en consommant moins d'argent, en y passant moins de temps, et puis pivoter, adapter en fonction des besoins. Mais voilà, je pense qu'il y a dans ce qu'on dit, il y a vraiment ce côté de sortir un petit peu du côté mode et cool d'être entrepreneur, et voilà, c'est pas vous créez une vraie boîte. C'est vrai qu'il y a cet effet de mode parce que je sais qu'il y a encore 10 ans, et même un petit peu moins, quand quelqu'un disait qu'il avait eu un échec en termes d'entrepreneuriat, il se cachait un peu sous la table et il n'en parlait pas. Et aujourd'hui, c'est limite valorisé sur un CV, c'est-à-dire « Ah, mais vous avez une expérience entrepreneuriale et ça n'a pas marché, mais merveilleux, ça veut dire que vous avez énormément d'expérience. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne peux être que d'accord. J'ai monté une boîte il y a 11 ans et mon inquiétude à l'époque, c'était si je la plante, est-ce que les boîtes plus traditionnelles vont me re-recruter ? Et j'étais allé voir un chasseur de tête, je lui avais dit ok, si je plante cette boîte, j'avais un parcours banque conseil, si je plante cette boîte, est-ce que je pourrais trouver un boulot si tu penses ? Et mon pote m'avait dit je te cache pas que ça va être très c'était 2011. Il me dit je te cache pas que ça va être très compliqué, les gens vont avoir l'impression que tu es un petit peu un franc-tireur incontrôlable qui va pas forcément accepter la hiérarchie et donc tu vas avoir du mal à trouver, mais ça va le faire. Et aujourd'hui, nous, ce que je disais, chez Shine, il y a pas mal d'anciens entrepreneurs. C'est quelque chose qu'on valorise énormément. Tu peux avoir fait ta boîte, revenir ou même faire ta boîte à côté, c'est pas un problème. Et ça, cette mentalité, elle a vraiment changé. Donc il y a quasiment plus de risques en termes de carrière. Même, c'est bien l'inverse. C'est un plus.
Exactement. Et je me rappelle des débuts de PayFit 2016-2017, on a recruté mais tellement d'entrepreneurs qui avaient raté, puisque du coup ils venaient chez nous. Et c'était quelque chose que je valorisais énormément par rapport à des personnes qui n'avaient jamais entrepris. Parce que je disais, bon, ils ont déjà vécu un truc, moi je suis en train de vivre, et voilà, ils ont forcément galéré, ils ont forcément eu le cran de se lancer dans l'aventure. Et on en a embauché pas mal, et c'est vrai que c'est des profils qui sont extrêmement valorisés. Et je suis à mon tour hyper heureux quand je vois des anciens payfitters qui montent des boîtes dans différents secteurs. Bah, c'est un truc que je trouve top. Et c'est clair que bon, quand on écoute des personnes qui étaient en train de bosser il y a 20 ans, bah, c'était pas la même chose. Être entrepreneur, c'était prendre un énorme risque pour sa carrière. Donc finalement, aujourd'hui, c'est pas si mal de se planter. Bah, vaut mieux réussir quand Ouais, même. oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Bah, c'est plus une honte. Comment ? C'est plus du tout une honte. Non, Ouais, c'est plus du tout une c'est honte. pas- Non, et ça, pour le coup, je trouve que ça dédramatise justement l'entrée et surtout le fait de vouloir se battre dans tous les cas pour atteindre une certaine réussite et de justement derrière dédramatiser encore plus le fait que si on se plante, ben, on ne retrouve rien derrière. C'est pas vrai, on n'a pas 2 ans, 3 ans, 5 ans de vide en fait. C'est finalement un apprentissage et c'est énormément de choses qu'on développe derrière. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et un truc aussi, je vois quelques personnes autour de moi qui veulent lancer leur boîte, mais seulement quand ils seront sûrs en fait de réussir. C'est-à-dire avec la bonne équipe, avec la bonne idée, au bon moment, au bon endroit. Et en fait, ça c'est impossible. On peut jamais être sûr de réussir quand on devient entrepreneur, quelles que soient les conditions. Donc faut vivre avec cette incertitude et même à n'importe quelle phase ensuite de l'entrepreneuriat, quoi, de se dire ça peut ne pas marcher, mais c'est ce qui fait la beauté de l'aventure aussi, c'est qu'on se remet en question, on apprend, on change, on améliore, et ça c'est assez puissant. On s'enferme pas dans une routine qu'on peut trouver dans certains jobs un peu plus traditionnels, quoi. C'est pas une routine, mais par contre, faut avoir les nerfs bien accrochés. Oui, c'est pas fait pour tout le monde. Non, pour le coup, non. Et c'est pas une liberté. Souvent, on entend des gens qui disent je vais être entrepreneur pour être libre, décider moi-même. Et c'est vrai qu'il y a une forme de liberté quand vous êtes entrepreneur. Vous décidez de pas mal de trucs par rapport à quand vous bossez dans une grande boîte. Mais vous avez des banquiers, des actionnaires, des cofondateurs, des clients, des salariés, des partenaires. Enfin, c'est un écosystème. Vous n'êtes pas tout seul. Et encore une fois, on revient à ce truc de un entrepreneur, il bosse pour ses salariés, il bosse pour construire un produit, un service qui fasse le bonheur de ses clients. Et voilà, ça c'est pas la liberté, quoi. Il y a une mission qui existe. Donc, moi, je me suis jamais dit je vais être entrepreneur pour être libre. Il y a certaines libertés qui naissent. Il y a aussi pas mal de contraintes qui existent pour les entrepreneurs que n'ont pas en fait des salariés dans des petites ou grandes boîtes. C'est génial. J'espère que vous notez vos questions là tout de suite parce que j'imagine que vous en avez pour plus tard. Mais sinon, vous avez chacun un domaine d'expertise, notamment la digitalisation, les attentes sur justement tout ce qui est social dans l'entreprise et aussi pour par exemple le service client. Vous avez été primé cette année. Ce que j'aimerais avoir là tout de suite, ça serait des conseils sur ces différents points pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire la digitalisation dans une entreprise. Est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place potentiellement aujourd'hui dans une entreprise essentielle ? Est-ce que pour la gestion des attentes en termes de ressources humaines ou alors d'avantages sociaux, est-ce qu'il y a quelque chose justement qu'on peut conseiller ? Et peut-être sur le service client, est-ce que d'abord on doit penser à ça ? Est-ce que c'est un point primordial ? Je laisse la première personne qui veut bien s'exprimer là-dessus. Je me lance. Sur le service client, je trouve que c'est... Plus on a un produit qui doit créer, qui doit trouver son marché et qui a un nouvel usage et qui doit convaincre, plus l'importance du service client est essentielle pour rassurer. Et c'est pour ça que nous, on s'est lancé dans élu service client de l'année. C'est que quand tu es une banque en ligne,
la plupart des critiques que les gens vont te faire, c'est « Ah oui, mais banque en ligne, il n'y a pas de service client. Si jamais j'ai un problème, il n'y a personne. Vous êtes que du chat et c'est de l'IA qui répond. » Il faut toujours prendre le contre-pied et s'assurer que tu lèves les potentiels freins. Et souvent, dans les produits tech, il y a toujours des freins qui sont liés à l'adoption, au service après-vente. Et donc, moi, je trouve qu'il faut vraiment mettre le paquet sur le service client. Après, c'est facile quand on est petit. C'est de plus en plus difficile quand on grossit et qu'on a beaucoup de clients. Mais ça me rappelle un petit peu Captain Train. Ils avaient aussi bien révolutionné l'UX que le service client. À chaque fois qu'ils avaient une nouvelle fonctionnalité, ils la mettaient sur LinkedIn, sur Twitter, ils répondaient à des tweets qui avaient 4 ou 5 ans en disant bah voilà, t'avais demandé ça il y a 4 ans, on l'a fait, on t'a pas oublié. Ils avaient un support client totalement dingue. Et souvent, je trouve que les deux vont de pair. Magnifique. Est-ce que vous avez eu le temps de... Peut-être sur la partie qui nous concerne, c'est ce qu'on vend, donc on l'applique à nos salariés, mais ça rejoint un peu à ce qu'on disait sur le début. Les talents, ça coûte cher. Comment est-ce qu'on peut payer un talent sans y laisser sa chemise? Vous n'avez pas des budgets illimités. Et c'est vrai que nous, on a créé ça à la fois pour se dire on redescend au niveau des TPE-PME, ce qu'il y a dans les grands groupes, mais fondamentalement, ce qu'on vend et ce que je conseille, et c'est ce qui fait d'ailleurs le plus plaisir quand j'ai des clients où j'ai comme ça un frère qui est venu parce que son frère qui était DAF lui avait conseillé bénéfice, comme un bon plan qu'on se refile. Et en fait, c'est de se dire, mais moi, le conseil que je peux vous donner, c'est ne faites pas l'erreur de donner tout en salaire à vos salariés. Voilà, il faut les payer. Malheureusement, le salaire est ultra chargé aujourd'hui et vous avez des dispositifs pour incentiver vos collaborateurs. Bien entendu qu'il faut du sens, bien entendu qu'il faut un écosystème aussi de boîtes. On pourra en parler des heures sur le fait qu'il faut une troupe de salariés qui se reconnaissent, qui soient impliqués et motivés. Et c'est hyper important d'avoir comme ça des éléments qui soient tous autant motivés et qui se reconnaissent comme des experts entre eux. Mais il faut aussi payer vos collaborateurs, en fait. Malheureusement, voilà, ils ne vont pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et tous les gens qu'on a recrutés chez Bénéfice, on ne les aurait pas payés, ils auraient été bénévoles, ils ne seraient pas venus. Et il y a vraiment cet enjeu quand vous êtes à la recherche de ces fondamentaux de il faut que j'ai plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Et malheureusement, l'argent qui rentre, il met un petit peu de temps à rentrer. Pour rendre tout ça tenable, pour faire en sorte que cette aventure puisse durer peut-être quelques mois de plus, arriver à son point d'équilibre, son point de rentabilité, il y a ces dispositifs qui sont hyper intéressants, qui nécessitent un petit peu de pédagogie auprès des collabs. Mais vous avez vraiment le moyen de, quelque part, nous c'est ce qu'on fait, on arrive à payer peut-être 10 ou 15% de plus nos salariés en package, et ça nous coûte 10 à 15% de moins. Et je considère que ça, c'est un peu un hack pour arriver à s'entourer des meilleurs. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont payés le plus cher sont les meilleurs, mais il faut juste avoir ce principe de réalité que le salarié ne va pas venir chez vous, surtout quand vous avez un défaut de notoriété, hein, on n'est pas pay fit. Voilà, et donc en fait, il faut arriver à les attraper, à les garder et à leur vendre une histoire qui est la vôtre, mais qui finalement qui fait que leur intérêt personnel va s'aligner avec l'intérêt collectif. Oui, en soi, on avait prévu un petit case juste après, en soi, pour répondre à cette question-là, qui était si vous avez envie de recruter des talents et que vous n'avez pas encore le budget pour, ou en tout cas pas pouvoir payer quelque chose d'incommensurable, justement, ça c'était la bonne réponse à ça, justement, de pouvoir tout mettre en place justement pour valoriser le talent au maximum et pouvoir lui apporter des clés pour grandir avec l'entreprise. Du coup, Firmin ? Oui, sur la digitalisation, on l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal d'outils qui existent maintenant. Il faut faire attention de ne pas non plus multiplier les outils parce que ce sont des coûts, ça prend du temps à installer. C'est vraiment la digitalisation, c'est censé faire gagner du temps, économiser de l'argent, enlever du papier, rendre service aux entrepreneurs mais aussi aux salariés. Et il faut bien partir de l'usage en fait. Voilà, il y a besoin d'une banque. Bon ça voilà, il y a des boîtes comme Shine. La mutuelle est obligatoire pour les salariés. Les boîtes comme Bénéfice. Les fiches de paie, bon pareil, c'est comme tu dis, les personnes que vous embauchez ne vivent pas encore d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, il y a des indispensables. Il y a des indispensables et il faut bien partir de l'usage, de quoi vous avez vraiment besoin pour ne pas vous surcharger non plus d'outils, parce qu'après ça va faire des coûts. Ce qui est important aussi, c'est de trouver des outils qui sont connectés les uns aux autres. Ça, c'est vraiment super important pour éviter la double saisie. Voilà, si vous trouvez, je prends l'exemple de la signature électronique, mais nous, les contrats de travail, par exemple,
on peut les signer en fait directement sur Payfit parce qu'on est intégré avec un prestataire de signature électronique. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ça en tant qu'entrepreneur. Bon, voilà, ça vous fait gagner de l'argent, du temps. C'est des exemples, mais des intégrations comme ça, il y en a plein. Donc, mais ce qui est compliqué, je trouve, quand on est entrepreneur et surtout qu'on se lance, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce dont on a besoin. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille avec d'autres acteurs pour expliquer aux entrepreneurs en fait, comment les autres entrepreneurs font, ont gagné du temps, ont économisé de l'argent, ont pris le contrôle en fait, sur l'info, la data. Parce que ça, c'est quelque chose qui est encore assez méconnu. Il faut qu'on bosse là-dessus pour que les entrepreneurs en fait, aient le choix. Et le starter pack, ouais, il y a plein d'outils connectés les uns les autres qui sont bons. En tout cas, c'est clair que on préfère que les entrepreneurs passent du temps en fait, à recruter, à développer leurs équipes, à développer leur business, leurs produits, leurs services, plutôt qu'à faire des allers-retours avec l'expert comptable ou à remplir des formulaires de mutuelles ou à aller prendre rendez-vous en fait, chez un banquier au coin de la rue. Donc tout ça, en fait, c'est une somme de petites choses. C'est du temps, c'est de l'argent, mais c'est aussi quelque chose qui est sous-estimé quand on est entrepreneur, de la charge mentale. Parce que la charge mentale, en fait, c'est un truc qu'on a vraiment pas mal quand on est entrepreneur, n'importe quelle taille, même quand on n'a pas encore d'employés. C'est quelque chose qui est très très important et je pense qu'on est là aussi pour construire des solutions qui déchargent mentalement les entrepreneurs avec des solutions agréables à utiliser, simples. En parlant de charge mentale, justement, on peut parler là des hacks. Toi, tu as commencé ton entreprise, tu as lancé ta boîte à 22 ans, tu as quitté carrément tes études pour ça. Comment ça se passe mentalement à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi ? Moi, t'es trop jeune pour te poser de questions, quoi. T'es insouciant, donc c'est le bon âge pour lancer sa boîte. Ça a plein d'avantages. Ça a aussi des inconvénients. T'as moins d'expérience, donc voilà, c'est des plus et des moins. Mais moi, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur en fait depuis que j'étais tout petit. Mes ancêtres, mon père, mon grand-père, ils étaient tous entrepreneurs dans le bâtiment. Ils sont arrivés d'Italie en France. Il y a longtemps, ils se sont intégrés en fait grâce à l'entrepreneuriat, en créant des boîtes, en créant des emplois, en trouvant des clients. Et voilà, c'est des histoires familiales qui m'ont toujours fait rêver quand j'étais petit. Et j'ai toujours su que je voulais faire ça. Alors j'ai choisi un autre secteur un peu moins traditionnel que le bâtiment avec la tech. Mais bon, 140 ans ont passé depuis l'émigration. Mais je me suis pas vraiment posé la question en fait. J'étais assez sûr que je voulais y aller et je me disais de toute façon on verra bien, c'est ce que j'ai envie de faire et je vais le faire à fond. Et puis j'avais 2 super bons amis qui étaient à peu près aussi fous que moi à l'époque pour se lancer dans l'aventure. Donc tu as vous qui avez de la folie. Ouais, je sais pas si c'est de la folie, de l'insouciance, de la passion. Il y a les deux, mais en tout cas, c'est vrai que je me posais pas beaucoup de questions que pas mal d'entrepreneurs se posent. Mais parce que si, tu vois, la réalité est différente quand tu as 22 ans. Bon, mais au pire, tu finis pas tes études. Moi, je me disais de toute façon, si je tombe sur quelqu'un plus tard, si jamais je foire ma boîte et que je tombe sur quelqu'un plus tard qui me dit, je vais pas t'embaucher parce que t'as pas eu ton diplôme. Je me disais de toute façon j'aurais pas envie de travailler pour cette personne et je chercherais une autre boîte. Donc ouais, je suis parti de ce constat pour me dire que c'était pas très grave si j'avais pas mon diplôme et que je trouverais toujours une solution. Beaucoup de confiance au final. C'est quand même peu courant. Peu courant ce type de mentalité. Pourquoi pour vous la charge mentale elle a été beaucoup plus forte dès le départ ? Moi, j'ai une petite anecdote perso, c'est que ma première boîte, donc c'était 6 ans avant, et je me souviens, je l'annonce à mon père pour ses 60 ans, et mon père, il a fait toute sa carrière salarié dans la même boîte, donc autant vous dire que, je me rappelle, il s'est assis dans le fauteuil, il m'a dit, mais quelle connerie tu fais ? J'avais un travail, et voilà. Et donc au bout de 6 ans, j'avais pu acheter mon appartement à Paris, donc il s'est dit, bon ben le pauvre garçon, ça va, il n'est pas à la rue, etc. Et là, je lui ai dit, papa, on va changer, en fait, j'arrête et je vais créer une autre boîte. Et voilà, et donc en fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a
dans l'esprit des gens, ça peut être une prise de risque, ça peut être quelque chose de, comme tu dis, de peut-être un peu fou. Tu peux avoir une charge mentale, familiale. Tu peux avoir aussi, moi j'avais une fille, donc forcément tu te dis, ok, si ça se passe pas bien. Mais on en revient avec ce qu'on disait au début, c'est quoi le risque? Finalement, tu le vois assez rapidement si tu es dans le vrai ou pas. Donc tu fais ça 1 an et demi. Et donc on en revient à ce qui, moi, a été un moteur, c'est la confiance dans ce que tu veux faire, et puis aussi la confiance dans le fait de dire, je retrouverai, finalement. Et donc à partir du moment où tu es animé par ça, tu dis, ok, mais si je le tente pas, je vais être malheureux toute ma vie, en fait, de tenter ce truc-là, et donc de ne pas t'installer dans une routine, dans un confort de... tu as 35 ans, moi j'avais pas 22 à l'époque, hein, tu as 35, 36 ans, et tu te dis, non, ce que je veux faire, c'est ça, donc je suis prêt à tout plaquer. Il faut un petit peu en parler familialement, mais voilà, donc pas de charge mentale, mais aussi quand même avoir un peu la tête sur les épaules en se disant, quand est-ce que je me mets un cut de... si ça prend pas, je fais autre chose. Parce que quand on en a discuté, moi je trouve qu'il se dégageait de vous trois un profil entrepreneur. Je m'explique, je trouve que vous avez tous les trois cette capacité justement de pondérer vos émotions, de pouvoir les contrôler comme il se faut, même si vous avez un coup de choc ou quoi que ce soit, vous arrivez à remonter la pente très rapidement ou du moins à avoir cette capacité d'adaptation assez folle. Je pense que tout le monde ne peut pas l'avoir et surtout toi, surtout comme tu me disais, l'exécution c'est la clé. Tu me disais ça, l'exécution c'est la clé, mais en même temps on doit s'armer de patience. Donc les deux ensemble, dans mon esprit, parce que certainement je n'ai pas cet esprit entrepreneur vraiment, j'ai eu ce fameux recul, tu vois, que tu as eu au tout départ, c'est cet esprit-là, dans un monde de l'entreprise qui bouge très très vite, moi ça me stresserait de m'armer de patience et de me dire l'exécution. Ouais, mais pour moi, c'est même quelque chose qui va au-delà de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est comment je prends une décision. Je considère que la responsabilité, c'est d'avoir tous les inputs à l'entrée, donc de faire ce travail. Pas d'économie, tu prends tous les inputs. Et par rapport à ça, tu décides. Tu décides de te lancer, tu décides de suivre telle roadmap, etc. Tu décides. Et une fois que tu as décidé, il faut quand même effectivement avoir un petit peu de résilience, tenir front, mais c'est ce que aussi je pense que tes gars attendent, parce qu'il y a des moments qui sont difficiles. Tu fais pas tes obs, tu peux avoir des partenaires qui t'attendent, voilà, tu peux avoir un banquier qui s'attend à ce que ça rentre plus, mais il faut quand même être armé un petit peu de confiance et de conviction là-dedans. Après, il faut savoir aussi au bout d'un moment être impatient, une forme d'impatience dans la patience, et qu'il faut, plus que de la patience, il faut tenir bon, il faut avoir du sang-froid. Une fois de plus, il faut avoir confiance en soi, confiance en ce qu'on fait. Il faut aussi être lucide sur ce que tu fais, et puis avoir de manière très froide des moments où tu t'arrêtes, quoi. C'est un peu un stop ou encore, quoi. Oui, alors, ok, pardon, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose. D'accord, ok. Il y a quand même, je trouve, la force mentale qui est présente, hein, parce que moi, par exemple, je sais pour toi, Jean-Baptiste, que tu veux avoir des feedbacks tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où tu n'as pas un prospect au téléphone. Moi, en étant sur les réseaux, la plupart du temps, on me dit comment tu fais pour faire face aux critiques. Mais en fait, la vraie critique, c'est quand il y a ton produit directement que tu dois repenser tous les jours parce que justement, c'est pour atteindre un certain marché et pouvoir toujours continuer dans la réussite. Moi, pour le coup, mon contenu, c'est pas la même chose. C'est moi que je vends. Si j'ai envie d'en faire qu'à ma tête, j'écoute pas les feedbacks et puis c'est tout. Mais pour le coup, pour toi, comment tu arrives à gérer ça ? Mais après, tu fais la part des choses. En fait, plutôt que de parler à des clients tous les jours, en fait, dès que j'ai une opportunité, je suis dans un taxi, je suis chez mon coiffeur, je vends toujours le produit Shine. Je demande toujours à la personne, c'est quoi ta banque, pourquoi tu es dans cette banque, qu'est-ce qui te manquerait. Et donc, j'ai toujours cette discussion pour essayer de capter des petits éléments qui vont nous aider à croître. Mais après, il faut faire la part des choses. Tu as plein de retours quand quelqu'un me dit moi j'aime bien parce que j'aime bien aller dans une agence, tu sais que c'est pas un client. Si tu as bien en tête ta typologie de client et ça c'est vraiment essentiel, ton type de client vraiment parfait qui te convient, ton marché cible, tu fais la part des choses après. Et après, tu arrives à ne pas le prendre personnellement. C'est difficile parfois, effectivement. Mais voilà, il faut capter des petits moments, des petits éléments, et ensuite faire la part des choses. Et ça, avec le temps, franchement, c'est assez facile. Maintenant, ça passe tout seul.
Peut-être comme ce verre d'eau. Voilà. Ok. Sinon, j'ai une dernière question pour vous. Si vous aviez un conseil, un seul, pour les personnes qui se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça serait? Elle est dure. J'ai commencé avec une question dure, je terminerai avec une question dure. N'écoutez pas tous les conseils que les autres entrepreneurs donnent. Ça peut être dangereux. Bah, c'est clair. Moi je dis, multipliez par 2 ou par 3 le temps que vous avez prévu. En fait, il y a tellement de gens qui s'arrêtent parce qu'ils sont pris de court alors que l'idée est bonne, mais c'est juste qu'il faut plus de temps qu'on ce qu'on avait estimé. Il faut juste prévoir plus de temps. Si vous avez, je sais pas, 2 ans de chômage, bah, trouvez un moyen pour tenir 2 ans de plus. Ah bah, c'est souvent le cas, faut être honnête. Et puis, entourez-vous bien. C'est vrai que vraiment, voilà, c'est pas tout seul que vous allez créer. Alors, il y a différents types de boîtes et certainement d'entrepreneurs parmi vous. Si vous voulez créer une boîte avec des salariés, etc., pensez assez rapidement. Ne tombez pas dans le délire de vous dire je vais tout faire tout seul. Ça sera suffisamment le cas dans la vraie vie, mais entourez-vous bien. Trouvez des experts. Moi, je dis souvent, c'est Ocean 12 en fait. Voilà, faut trouver les experts à chaque niveau, des complémentarités. La complémentarité, elle peut être aussi dans le fait de se dire qu'on superpose des fonctions parce qu'on en a besoin. On a besoin d'être 2 pour décider, d'être 3, etc. Très bien. Mais trouver des... Chez moi, ils n'aiment pas trop l'expression, mais je dis souvent des tueurs à gages. Trouver des gars qui soient vraiment bons dans leur domaine et qui fassent que vous allez créer quelque chose. Il n'y a plus d'idées révolutionnaires à date. Donc, vous allez partir avec une longueur de retard. Vous allez potentiellement mettre 4 ans et pas 2 à faire les choses. Faites en sorte que vous ayez des gars qui vous aident à pédaler plus vite, plus fort, qui soient animés par la même passion que vous, qui soient bons dans ce qu'ils font. Alors, c'est parfait, c'est parfait. Je trouve que c'est des très bons conseils. J'espère que ça vous motive et que ça ne vous déprime pas, du coup, que ça vous donne envie d'entreprendre toujours. D'ailleurs, si vous avez des questions, nous allons passer aux questions. Qui en a? Oh, magnifique. Bon, j'ai pas l'habitude de parler dans un micro, donc alors j'en ai 2. La première, c'était quels sont les moments les plus durs que vous avez vécu ou le moment le plus dur que vous avez vécu en tant qu'entrepreneur dans vos propres boîtes chacun. Et la deuxième, c'est quel est le moment où vous vous êtes dit je tiens le bambou, j'ai bien fait d'y aller, ça fonctionne, j'y vais. Voilà, ça peut être un KPI du style un nombre de clients ou peut-être un chiffre d'affaires que vous avez atteint, un objectif que vous vous étiez fixé. Voilà. C'est des super questions. Je vais répondre rapidement, mais le moment le plus dur, c'est quand on est obligé de faire des choix difficiles, type fermer un pays qu'on a ouvert, comme c'était notre cas en Allemagne, en Italie. On est encore présent dans 3 pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni, la France, mais on a dû prendre ces décisions à certains moments, et donc ça veut dire à des clients que vous n'aurez plus un produit pour eux, dire à des salariés en fait qui vous ont fait confiance qu'en fait vous allez devoir fermer le bureau dans lequel ils travaillent. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement dures pour un entrepreneur, parce qu'en fait on travaille pour créer des emplois et pour rendre service à des clients. Donc en fait se dire que il y a des choses qui sont plus possibles à cause du développement de la boîte, du contexte économique. Ça, c'est quelque chose qui est hyper difficile, et il faut être prêt quand on est entrepreneur et qu'on a beaucoup grandi ou même moins grandi en fait, à toujours célébrer des succès, aussi prendre des décisions difficiles et les assumer. En tant qu'entrepreneur, voilà, on a ce genre de choix. Ce genre de décision à prendre. Et après, sur l'autre question, c'est compliqué parce que tu sais jamais en fait si tu es sur la bonne voie. Mais je dirais que le jour où on a signé notre premier client, qui était Nestor, qui faisait de la livraison de repas à Paris début 2016 pour les professionnels, là je me suis dit ok, il y a une autre boîte que la nôtre en fait qui veut bien utiliser Payfit pour faire ses fiches de paie et gérer ses déclarations sociales. Donc en fait on tient quelque chose là, parce qu'on est quand même en train de parler des fiches de paye, de l'argent qu'on va verser aux salariés, à l'URSSAF, à Pôle emploi. C'est du sérieux. Et donc avoir un entrepreneur qui dit ok, je ne passerai pas par l'expert comptable et je te fais confiance pour gérer les fiches de paie, là je me suis dit
comme tu disais, on est sur la bonne voie. C'était le tout début, mais je me rappelle m'être dit ça. Ouais. Nous, c'était plutôt sur des côtés clients. Alors, on n'est que dans un seul pays, donc on n'a pas ces sujets-là. Mais moi, je me souviens, il y a un premier gros client qu'on a raté. On y avait beaucoup investi. On était les 3 premiers de la boîte à avoir passé des heures carrées. On était convaincus de ce qu'on apportait aux clients. On savait qu'on avait la meilleure proposition et en fait, on se fait planter. Et en fait, face à toi, tu as ce côté de tu manques de notoriété. Voilà. Ils ont pris, prenez un des acteurs connus de la place. Et franchement, c'est les boules. Tu t'es déplacé, je me souviens, enfin voilà, tu es sous la flotte, tu manges ton sandwich à côté des rails et tout. Tu es vraiment dans le côté start-up avec ta capuche, tu donnes tout et ils ne te prennent pas. Et ça, tu te dis, ça va être long. Et c'était le premier, et tu en as d'autres, etc. Et donc, pour moi, le bon moment, outre le moment où Payfit nous a invités aux soirées, mais le bon moment, ça a été justement les premiers clients, le tout premier client qui rentre, et on se dit, ça y est, on y est. Il y a un gars, c'était une boîte, 200 salariés, en plus, c'est pas totalement notre cœur de cible, qui nous font confiance, ça fait rentrer, ça fait du retour utilisateur. Il faut être prêt. Enfin, sur ta roadmap, tu as un moment où tu te dis, voilà, il faut que je sois prêt. Mais ça y est, j'ai le premier. Et ce premier-là va permettre d'en faire un deuxième, etc. Et donc là, tu te dis, j'ai un gars, et c'est pas quelqu'un de ma famille qui a cru au produit, et donc je suis sur la bonne voie. Je propose qu'on prenne des nouvelles questions que je rajoute pas. Bonsoir, déjà merci pour vos témoignages. Moi j'avais une question un tout petit peu après. Comment on trouve le juste équilibre entre la croissance et la rentabilité ? Non, mais en fait, tu as la réponse dans la question. C'est-à-dire qu'à quel moment tu acceptes, notamment pour les business qui sont très liés à l'investissement marketing et qui sont un peu moins sales B2B, mais qui sont drivés principalement par l'investissement marketing, à quel moment tu acceptes que tes investisseurs ou que tes partenaires acceptent que tu fasses moins de croissance avec moins de coûts par définition ? Parce que la plupart des business Internet ont quand même un petit défaut dans le business model, c'est que plus on veut capter des clients, plus on investit en marketing, plus on drive les coûts marketing à la hausse. Il n'y a qu'un gagnant dans l'histoire, c'est Google. Et quand tu refais descendre la pression, tu fais moins de croissance, mais tu baisses aussi tes coûts marketing, et c'est là où tu peux aller chercher de la renta. Et donc c'est des sujets où c'est aussi beaucoup de sujets de les ambitions que toi tu t'es donné ou l'ambition que tes actionnaires t'ont donné. Et c'est cette discussion qu'il faut avoir de manière très franche. Ok, on va peut-être faire que 30% au lieu de 50%, mais on pense qu'on peut atteindre la rentabilité si on fait que 30% parce qu'on aura baissé les coûts d'acquisition de 30 ou 40%. Et qu'on va faire un effort sur d'autres choses. Et on est un petit peu tous obnubilés, la North Star Metric, je déteste le mot, mais c'est souvent le nombre de users, notamment quand tu es dans du B2B, petit B2B ou B2C, et donc ça te force à faire de la croissance au détriment de la renta. Et donc voilà, une bonne discussion avec les actionnaires ou avec les partenaires. Après, ça paraît facile, mais... Bonsoir. J'avais une question. Vous trois, vous avez souhaité innover, révolutionner des marchés un peu vieillissants, old school en quelque sorte. Pour vous, en France ou en Europe, c'est quoi les prochains marchés ou secteurs sur lesquels il y a des choses à faire qui sont un peu vieillissants et sur lesquels il n'y a pas vraiment d'acteurs qui ont un peu le monopole et sur lesquels il faudrait innover ? Je garde mes idées pour moi. Non, je déconne, je n'ai aucune idée. On n'a pas le temps en fait d'y penser. Et puis dans tous les secteurs, il y a plein de bonnes idées. Comme disait Benjamin, c'est pas l'idée qui va faire la différence, c'est plutôt l'entrepreneur, l'exécution. Mais honnêtement, tous les secteurs, un bon entrepreneur, il peut arriver dans n'importe quel secteur avec n'importe quelle idée et y arriver. Après, si c'est trop niche, si le marché est trop petit, ça peut faire une belle boîte, mais ça fera jamais une grosse boîte. Mais en même temps, la plupart des entrepreneurs, en fait,
montent pas des grosses boîtes, ils montent des petites boîtes. Donc, faut juste être à l'aise avec cette idée-là et puis en être conscient et puis avoir les bonnes discussions avec ses cofondateurs, avec ses salariés, avec ses investisseurs pour être aligné. Le pire truc, en fait, c'est un mauvais alignement entre deux personnes différentes dans ce qu'il y a à faire. Si par exemple, vous voulez faire une énorme boîte, grandir super vite sur un énorme marché, et votre cofondateur, en fait, il veut faire une petite PME à la croissance bien tranquille et rentable, et puis changer la vie de quelques clients. En fait, les deux sont très bien. Il faut juste être bien aligné là-dessus. Mais je pense tous les secteurs. Moi, j'ai souvent même. Tu montes un restaurant aujourd'hui. Si tu as un bon service, un bon produit, c'est génial. Ah, c'est entreprendre. Il n'y a pas forcément besoin de monter le prochain réseau social à l'échelle mondiale pour être entrepreneur. Faut démystifier aussi ces idées. Donc voilà, je ne crois pas en un secteur, en l'idée. C'est vraiment l'exécution. Faut pas et le business model, quoi. J'en parlais tout à l'heure, mais plus que l'idée. C'est pas l'idée qui est loufoque, en fait. C'est le business model qui doit être viable. À partir de là, en fait, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et puis évoluer au fil du temps, parce que l'idée qu'on a au départ, bon, bah, c'est bien, mais ça change, quoi. Est-ce qu'il y a de dernières questions? Ah, super. Merci. Bonsoir. On parle souvent du début, mais la fin, quand est-ce qu'on peut la savoir? Quand est-ce que vous allez vous arrêter? Est-ce que vous avez un objectif? Est-ce que vous allez rester toute votre vie dans votre start-up ou pas? Je pense que déjà, tu as une conscience de est-ce que tu es utile à ta boîte. C'est-à-dire qu'en grossissant, si tu as bien recruté, j'ai des gens qui me conseillaient, qui disaient il faut recruter meilleur que soi. Bon, bah, si au bout d'un moment, tu as bien fait ton boulot, tu ne sers plus à rien. Et pareil, quand on me demande ce que je fais chez Bénéfice, bah, je dis je fais tout ce que les autres ne font pas. Et donc au bout du bout, bah, quand tu as recruté, que tu as pris des gars qui faisaient qu'on pris ton terrain de jeu, bah, quand il n'y a plus de terrain de jeu, il faut savoir aussi s'en aller. Et c'est là que tu vas trouver un autre terrain de jeu, une boîte, que tu gardes une casquette un peu invest quelque part. Mais je pense qu'il va avoir tu peux être passionné par ta boîte, mais il faut avoir aussi cette hygiène-là, savoir, et c'est peut-être aussi un bon exemple, le contexte est peut-être un peu différent, mais voilà, de se dire qu'il faut être capable que les fondateurs soient tués pour insuffler quelque chose d'autre. Et aussi, et c'est aussi une force de ce qu'a fait Payfit, c'est que c'est pas les mêmes histoires que de commencer une boîte, de la scaler, de ensuite monter sur plein de pays, etc. Et donc tu peux aussi, plus tu montes, plus tu te rapproches de ton seuil d'incompétence. Donc il faut aussi être très lucide par rapport à ça et se dire, ok, quand est-ce que tu n'apportes plus rien en fait à ta boîte. Donc quand moi on me dira que je ne sers plus à rien, ben, je partirai. Bon, bah écoutez... Ah oui, ok. C'est bon? Bon là, bonjour. Ma question s'adresse particulièrement à monsieur de Payfit. Donc je voulais savoir comment vous était venue l'idée de la boîte et quel profil vous avez réuni. Vous avez juste dit bon, on est des bandes de potes et on travaille ensemble pour faire une start-up parce qu'on a envie de faire une start-up, ou est-ce qu'il y avait un besoin spécifique en disant bon bah je mets un tech et ça et voilà, et comment était venue l'idée? Est-ce que c'était en regardant le Forbes comme Patrick Drahi, et regardé le top 10 et il a pris l'entreprise qui faisait le plus d'argent et voilà. Non, donc l'idée de Payfit, en fait, elle est venue dans la tête d'un de mes cofondateurs, Guilain, qui était un de mes meilleurs amis en fait du collège, dans notre petite ville de Laval, dans l'ouest de la France. Et en fait, c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà monté des boîtes quand j'avais 17, 18 ans. Bon, ça n'avait pas très bien marché, mais on s'était dit à l'époque qu'on serait bien à bosser ensemble. Et puis pendant mes études, il est venu me voir et m'a dit écoute, j'ai vu une boîte aux États-Unis qui a l'air pas mal. Ils automatisent des fiches de paye. Je sais pas trop ce que c'est les fiches de paye parce que personnellement, j'en ai jamais reçu. Moi, je lui dis moi non plus. Bon, est-ce que tu veux que je t'invente un langage de programmation pour que tu crées un produit qui automatise les fiches de paie? Je l'ai regardé, je lui ai dit que ça me paraissait plutôt excitant. Ça me semble bizarre de dire ça 10 ans plus tard, mais c'est comme ça qu'on s'est mis en coloc ensemble pour bosser sur cette idée. Et puis Florian nous a rejoint rapidement. Et en fait, il y a
c'est vraiment, tu vois, un ami qui découvre une boîte, qui fait un truc, et puis on se dit que en fait, le problème de la paix a jamais été résolu pour les entrepreneurs en France, et que du coup, on va avoir une approche disruptive, innovante, différente par rapport à tout ce qui a été fait sur le marché, et on se met au travail. On se pose pas trop longtemps la question de savoir si y a du potentiel, comment on va le faire et tout. Après, on se met au travail et on exécute. Bon, je parlais des avantages et des inconvénients de la jeunesse. À l'époque qu'on avait, c'est ça. L'avantage, c'est que du coup, sans se poser de questions, on y est allé, on a exécuté notre truc. L'inconvénient, c'est qu'en termes de prise de recul, je pense que quand tu es entrepreneur un peu plus tard, tu es un peu meilleur. Il y a certaines erreurs que tu fais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de manière très simple. Tu vois, on n'a pas regardé Forbes ou faire un brainstorm pendant 3 ans pour savoir avec quelle idée on allait le moins se planter. C'est venu assez naturellement, comme beaucoup de choses dans la vie, je crois. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous vos conseils. J'espère que ça vous a plu. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris beaucoup de choses et qu'encore une fois, ça ne vous a pas démotivé, mais plutôt donné un peu plus la flamme et ça vous a donné envie de continuer dans l'élan et d'y aller toujours plus fort. Écoutez, maintenant, si vous avez quand même des questions et que vous avez été un peu timide là pendant justement cette table ronde, sachez que là, on va passer dans la session networking. Donc, on va tous se lever. Vous aurez justement l'occasion de pouvoir leur poser des questions beaucoup plus personnelles, certainement, et en direct. Et puis surtout, si vous avez un commentaire à faire sur cette table ronde, par exemple sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mettre un hashtag IPAPayFit sur les réseaux pour qu'on puisse justement avoir ces retours. Et sachez aussi que pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui, vous avez aussi un coaching corner. Un coaching corner préparé par PayFit avec justement des experts qui pourront vous aider sur tout ce qui est paie, RH, gestion. Donc voilà, tout est mis à disposition pour vous. Et puis profitez de la soirée et levons nos bières. Hein. On y va.